Quand on saute le pas comme ça, déjà, la première chose, c'est d'avoir la capacité financière de faire des sacrifices financiers importants. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, je reçois de nouveau une start-up qui vient de lever 2 millions d'euros, Pricing Hub, et je reçois un de ses cofondateurs, Jérôme Laurent, en direct d'Espagne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et merci de prendre un petit peu de temps pour parler à nos auditeurs et nous expliquer la success story, déjà, de Pricing Hub. Donc, avant d'entamer le podcast vraiment sur les aspects techniques de Pricing Hub, peut-être que vous pourriez nous expliquer votre expérience entrepreneuriale, parce que ce qui est intéressant dans votre trajet, c'est que vous n'êtes pas un tout jeune entrepreneur, vous avez entrepris passer la quarantaine, avec un bagage, avec une expérience déjà bien robuste. Aujourd'hui, quels sont les 3 chiffres clés de Pricing Hub ? Alors, Pricing Hub, c'est une entreprise qui a 2 ans, qui a 5 clients répartis sur 3 pays européens. Et je pense que le chiffre clé le plus important, et qui est lié à notre métier, en fait, c'est qu'on arrive à créer de la masse de marge incrémentale à nos clients. Donc, on arrive à protéger leur marge et à faire en sorte qu'ils aient une croissance plus pérenne et plus profitable. Vous qui avez beaucoup travaillé auparavant, même si vous avez eu une première expérience entrepreneuriale avant ensuite de partir dans le corporate, on en reparlera, mais vous avez un recul qui est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent sur le démarrage d'une start-up. Est-ce que pour ça, vous auriez 3 conseils à nous prodiguer pour bien démarrer son entreprise ? La première chose, c'est de vraiment tester le market fit du produit et du concept. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai besoin et est-ce que j'ai la bonne approche par rapport pour gérer et pour traiter ce besoin? Ça, je pense que c'est un point essentiel. Nous, on l'a fait, mais on s'aperçoit quand même qu'on l'a pas fait suffisamment. Voilà. Et je pense qu'il faut passer vraiment beaucoup de temps en amont de lancer sa boîte et de son idée pour tester, en fait, avec les professionnels, avec vos futurs clients, votre idée et le market fit de cette idée-là. Le deuxième conseil, pour moi, ça a été essentiel et je pense qu'on a très bien réussi chez Pricing Hub, s'entourer des bonnes expertises. C'est avoir les bons associés, mais aussi avoir tous les gens qui ont une expertise très, très pointue dans votre domaine d'activité. Là, je pense que si vous voulez aller vite et pas faire trop d'erreurs, il faut avoir les bons experts, quitte à les payer, aller les chercher. Et nous, on a eu comme parti pris très, très tôt chez Pricing Hub de commencer avec des seniors. On a d'abord construit un noyau dur, une équipe de seniors très expérimentés, et ensuite, dans un second temps, on a embauché des juniors. Et le troisième conseil, c'est vraiment recruter des gens et vous-même avoir énormément de résilience. Je pense que on se prend quand même beaucoup de portes, il y a des revers, il y a des hauts et des bas, et dans un contexte en plus comme celui du Covid aujourd'hui, il faut être très 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 résilient, et être capable de rebondir et toujours avancer. Quand j'aurai fait 100 épisodes de ce podcast, je pense que je ferai des statistiques sur les conseils et le mot résilience revient très très souvent. Avec votre recul aussi et votre expérience dans le monde de l'entreprise, on va dire un peu plus grande, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut plus de résilience dans une start-up que dans une grande entreprise ? Tout à fait, parce qu'en fait, vous devez être très très opérationnel. À un moment donné, quand vous lancez une startup, vous vous occupez à la fois de faire le business plan annuel sur 5 ans et puis d'acheter les fournitures et de faire le ménage dans votre local. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut avoir la capacité d'être très opérationnel, d'accepter en fait de gérer toutes ces choses que vous aviez pas à gérer dans votre vie corporate, où vous aviez quand même un grand confort, où plein de choses étaient mises en place pour vous, étaient gérées pour vous. Et puis dans une grande corporate, vous avez toujours quelqu'un d'autre sur lequel vous pouvez compter, vous pouvez être aidé, ou vous avez une dépendance. Moi, mon expérience, c'est que dans une grande corporate, il faut avoir beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. Dans une startup, il faut avoir beaucoup d'énergie pour rebondir. Et ça avance vite, une startup. Ça peut avancer très vite, ça peut avancer très bien, mais en fait, ça a plein d'obstacles. Et en fait, il faut avoir toujours cette énergie pour lever tous ces obstacles. Donc avoir les bons partenaires aussi. Donc ça, sans doute qu'on y reviendra, puisque vous êtes 3. Il y a également Xavier et Guillaume, et donc c'est une équipe de seniors, comme vous l'avez dit. Xavier et Guillaume, c'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant longtemps en fait avant de lancer Pricing Hub. Donc Guillaume Tujag, c'est notre CPO et c'est l'ancien directeur du revenu management du groupe eDreams Audidio. Alors personne ne connaît vraiment eDreams Audidio, mais en fait c'est ce qu'on appelle un online travel agent. On vendait des billets d'avion sur internet dans les marques Go Voyage, Opodo et eDreams.
Et Guillaume, c'était la personne qui pilotait 4 milliards et demi de revenus au quotidien et qui avait une équipe de data scientists qui développait les algorithmes de pricing du groupe. Voilà, donc en fait, Guillaume, il a une super expertise et une expérience. Il a déjà développé des algorithmes de pricing. Donc ça, c'est mon premier associé. Et j'ai bossé main dans la main avec Guillaume pendant 5 ans, en fait. Et la deuxième personne, c'est Xavier Caselato, qui est aujourd'hui notre CTO et qui est l'ancien CTO d'un comparateur de prix français qui est assez connu, qui s'appelle Liligo.com. J'ai bossé pendant 11 ans avec Xavier, notamment chez Liligo, dans ma carrière précédente. Donc on avait tous les trois, on a déjà travaillé ensemble. On sait que on s'entend bien dans le travail, on connaît bien nos qualités et nos défauts. Et là, j'ai de la chance que quand je regarde avec le recul, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Je pense qu'on s'est jamais engueulé. Voilà, on a toujours trouvé des compromis, on a des discussions, des débats, mais il n'y a jamais eu de clash. Donc je touche du bois, mais c'est important. C'est important parce que votre énergie, vous devez la passer à régler des problèmes et pas à régler des problèmes avec vos associés. Alors des problèmes, bien entendu, dans une start-up, il y en a plein. D'après vous, quelles sont les 3 compétences qui sont nécessaires pour bien réussir une start-up et donc des compétences qui sont inhérentes à chacun ou chacune des cofondateurs, cofondatrices? Bien évidemment, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est l'expertise sur le cœur de métier. Ça, en fait, il s'agit pas d'apprendre en marchant, et c'est là où je pense que des entrepreneurs. Alors nous, on n'est pas des entrepreneurs chevronnés, mais on a une expérience passée qui est assez longue, et donc d'une part, on a une expertise métier qui est très claire et ça nous permet de comprendre très vite les problématiques et d'apporter des solutions rapides à des problématiques. Donc l'expertise métier, et puis ensuite avoir de l'expérience professionnelle, ça vous évite de faire certaines erreurs quand même. Moi, je vois des très jeunes entrepreneurs, ils font des erreurs qui sont un peu dommages et qu'un senior n'aurait pas fait. La deuxième compétence, en fait, que honnêtement j'ai sous-estimé quand on a créé Pricing Hub, c'est avoir les bonnes compétences commerciales. En fait, la réalité, c'est que si vous avez beau faire le plus beau produit du monde, si vous ne le vendez pas ou vous savez pas le vendre, ça ne marchera jamais. Et en fait, moi, j'ai pas un background de CMO de marketing online. J'ai fait de la vente dans le passé, mais de la vente en régie publicitaire. Et vendre un logiciel en B2B, ça n'a rien à voir avec la vente en régie publicitaire. Et donc, même si j'avais un background commercial, j'avais pas du tout le background commercial qu'il fallait pour vendre en B2B. Et ça, c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui vous évite de faire des erreurs de vente et qui vous met en place une sales machine très rapidement. Troisième compétence, je pense que c'est l'agilité. Alors, quand vous êtes une startup, en théorie, vous êtes agile en termes de process et d'approche, mais je pense qu'il faut avoir l'agilité d'esprit. Et surtout pas s'arc-bouter sur « Ah non, mais moi, j'avais décidé de faire ça. Ma solution, c'est ça. » Il faut être suffisamment agile pour s'adapter au marché, s'adapter à ce que vous entendez sur le marché, s'adapter aux remontées de vos clients et de vos prospects. Et nous, on fait ça en permanence. Et en fait, notre produit, en 2 ans, a énormément évolué. Il s'est dégradé d'un point de vue technique, mais il répond beaucoup mieux aux besoins du marché aujourd'hui. On va sans aucun doute rentrer maintenant dans les détails. Commençons par parler un petit peu dans le prochain chapitre de la genèse de l'idée à l'origine de Pricing Hub. Donc, est-ce qu'on pourrait tout d'abord rappeler en des termes simples, si c'est possible, parce que c'est une solution technologique quand même, les activités de la société, ses clients et quels sont les points différenciants de Pricing Hub? Alors, notre métier, c'est d'aider les retailers et les e-commerçants européens à protéger leurs marges en optimisant leurs prix. Donc, on calcule des prix et on calcule des recommandations de prix. La façon dont on fait ça, c'est en plaçant le consommateur au centre de la décision de pricing. Donc, ce qu'on fait, c'est que la décision de prix, elle n'est pas dictée par ma structure de coût ou quelle est l'évolution de prix ou le changement de prix qu'a fait mon concurrent. Mais la décision de prix, le calcul de prix est fait à partir du calcul de la sensibilité prix à la courbe d'élasticité du client. Donc notre métier, c'est de faire ces recommandations de prix. On les fait avec une approche qui est très différente du marché aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà on calcule ces courbes d'élasticité par catégorie de produits. Premier point. Deuxième point, on a la capacité en fait d'intégrer des notions externes qui sont effectivement la concurrence, mais c'est pas essentiel dans la démarche. Et puis le gros critère de différenciation aussi, c'est notre capacité de mesurer l'impact isolé du pricing, c'est-à-dire que dans notre approche méthodologique, on va calculer un prix sur des groupes de produits à optimiser, on va avoir des groupes de contrôle et on va toujours avoir cette capacité de vous dire, cet incrément de masse de marge, cet incrément de chiffre d'affaires vient, en fait, on peut vous garantir que ça vient des changements de prix. En gros, là, si je résume par rapport au changement de prix, est-ce que ça veut dire que vous allez calculer toujours, vous allez recommander le prix optimal auquel vendre pour ne pas perdre le client?
On va calculer le prix optimal pour, ne pas perdre le client, effectivement, parce qu'on regarde la demande, et deux, le prix optimal par rapport à mon troisième point, c'est un objectif de business que vous êtes fixé. Dans une stratégie de prix, quand vous faites de l'alignement sur la concurrence, vous allez difficilement pouvoir déterminer précisément, ce prix-là, cette règle-là va me permettre d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires de X et en répondant aux contraintes Y. Nous, ce qu'on fait, c'est que nos algorithmes vont optimiser et calculer vos prix pour atteindre un objectif. Par exemple, je veux augmenter ma masse de marge de plus de 5% par l'année dernière sans perdre plus de 2 points de volume, la contrainte. Et donc, c'est ça qui est aussi très, très différenciant, c'est que on fait de l'optimisation sous contrainte pour atteindre un objectif. C'est quand même relativement différent de vendre des voyages online. Comment est-ce que l'idée, justement, ou comment est-ce que la transition s'est faite d'un domaine vers l'autre? En fait, c'est pas si différent que de vendre des billets d'avion sur Internet. Nous, notre métier, c'était de vendre des billets d'avion. Donc, on était un distributeur, ça veut dire qu'on avait un stock infini. Et du coup, on essayait de fixer le prix en prenant en compte la sensibilité prix du client et en anticipant les variations de la demande. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. On faisait pas du yield management, parce que quand vous pensez de tourisme, vous pensez en termes de pricing à yield management. C'est-à-dire que j'optimise le prix pour un produit qui a une durée vie finie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'avion s'est envolé ou la nuitée d'hôtel est passée, vous avez plus de stock. Là, c'est pas le cas. Donc, en fait, c'est très, très similaire à la vente de billets d'avion sur Internet. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a packagé cette expertise de pricing qu'on avait développée dans notre vie professionnelle avant, et on l'a amené en fait pour les retailers et on l'a délivré dans une solution SaaS qui est très très simple à utiliser. Donc en fait, nous on a un parti pris, c'est que l'application doit être ultra simple d'utilisation et que vous n'avez pas à être un expert du pricing pour l'utiliser. C'est ça qui est un des critères aussi de différenciation de Pricing Hub. Et est-ce que c'est une idée qui vous est apparue miraculeusement un soir, ou est-ce que en vous rasant le matin, pour paraphraser un président célèbre, ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire a maturé pendant longtemps? J'aurais bien aimé que ça m'arrive en me rasant le matin, mais la réalité, c'est que c'est vraiment issu d'un process de 2 voire 3 ans où, à titre personnel, moi, j'avais envie de retourner à l'entrepreneuriat. Donc, en fait, quand vous voulez lancer une entreprise, il faut d'abord avoir la bonne idée. Donc, j'ai testé, on a écrit des business plans avec mes associés pendant 2-3 ans. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, non, mais en fait, pourquoi ne pas prendre une des expertises qu'on a aujourd'hui, qui est très forte, qui est le pricing, et pourquoi pas la transposer en fait au retail, où la maturité de pricing elle est quand même moins forte que dans l'industrie du tourisme. Donc en fait, après avoir exploré, on a fait un choix pragmatique en s'asseyant sur une expertise qu'on avait. Ok, et puis donc à un moment, il faut faire le saut dans l'inconnu, ou il faut ressauter de nouveau dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que justement ça c'est compliqué lorsqu'on vient du monde, je veux dire classique, sans que ce soit péjoratif, des grandes entreprises? C'est pas simple. J'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir en discuter avec mon boss, qui était le CEO de eDreams Studio. Et je lui ai dit 1 an à l'avance que je voulais monter ma boîte et que j'allais sans doute partir. Il m'a fait une proposition qu'à l'époque j'ai pas acceptée, qui était écoute, travaille au 4/5e pour eDreams et puis prends-toi 1 jour par semaine pour bosser sur ton projet. Bon, la réalité c'est que je bossais déjà sur mon projet le soir, le week-end, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai senti que si vraiment je voulais lancer mon projet, il fallait que je me mette full time dessus. Donc j'ai sauté le pas. Et quand on saute le pas comme ça, déjà la première chose c'est d'avoir la capacité financière de faire des sacrifices financiers importants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre revenu très confortable de CMO et de corporate disparaît. Et puis pendant 3 ans, vous payez pas. Et donc ça, il faut avoir la capacité financière de le faire. Moi, j'étais en Espagne, donc pas de chômage. Je pense que la France a quand même énormément de chance d'avoir un système de protection sociale tel qu'il existe aujourd'hui, qui permet quand même aux entrepreneurs de se lancer avec un impact financier moins important. La première chose, c'est ça, c'est d'avoir un montage financier qui vous permette de résister 2-3 ans sans vous payer ou vous payer très peu. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous, on a testé un peu notre approche et le market fit de notre produit, et on est allé voir les grandes entreprises et les grosses corporates, les gros retailers français, avec un PowerPoint et une idée. Et un jour, notre premier client, Fnac Darty, a acheté l'idée, a été séduit par notre approche, qui était très, très disruptive. Et en fait, c'est vraiment grâce à eux qu'on a eu la capacité de se lancer. Et on l'a fait d'une façon un peu intelligente, c'est-à-dire qu'on leur a pas dit, écoutez, on va prendre vos datas, fabriquer un prototype où vous allez prendre tous les risques, et puis vous allez devoir nous payer de l'argent. On leur a pas dit ça. On leur a dit, on va prendre vos datas, on va fabriquer un prototype que vous allez tester et on va vous prendre de l'argent, mais en échange,
avec toute la data qu'on va créer avec notre expertise pricing, on va vous aider à optimiser quelque chose. Et donc, on les a aidés à optimiser le pricing des extensions de garantie. En fait, on avait d'un côté un workstream où on travaillait sur notre prototype avec eux. Et d'un autre côté, une mission, si vous voulez, rémunérée de conseils où on les aidait à optimiser leur extension de garantie. C'est comme ça qu'on a commencé avec eux. Ensuite, on a lancé le prototype. On a eu des très bons résultats sur ce prototype. Et après, on a répondu à un appel d'offres. Et ils nous ont dit, écoutez, votre truc, c'est vachement bien, mais quand même, c'est pas applicable partout, etc. On a besoin d'une solution aussi plus simple et d'avoir un écran unique pour gérer notre pricing. Et donc, on a fait des développements complémentaires pour intégrer ce qu'on appelle un moteur de règles dans la solution pour répondre à 100% de leurs besoins. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a gagné l'appel d'offres. Donc là, on est déjà rentré dans le 3e chapitre du podcast. C'est fantastique. Vous avez devancé mes questions. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il y a eu directement la création d'un démonstrateur à l'intérieur chez un prospect directement, et que grâce à des itérations successives, vous avez pu adapter le produit pour le rendre, l'aligner plus, le faire plus converger vers les besoins des prospects, c'est juste? C'est exactement ça. Et on l'a fait et on l'a pas fait qu'avec un seul client. C'est-à-dire que vous le faites avec le premier et puis vous le faites avec le deuxième client, etc. Et nous, on a essayé d'aller chercher des prospects dans différents verticaux. Donc, la Fnac Darty, c'est dans tout ce qui est consumer electronics, mais on est cherché dans différents verticaux, le pneumatique, etc. Ça, pour voir si votre produit, en fait, ajusté, en fait, votre produit à différents marchés. Parce que le retail, c'est assez vaste. Donc, on a fait cette exploration sur différents verticaux du retail. Alors, est-ce que c'est pas justement un problème, Jérôme, de tester ou d'aller itérer un produit sur différentes verticales, sachant que les besoins ne sont pas forcément les mêmes et que par conséquent, on pourrait être tenté de rajouter ou de faire converger, au contraire de faire plutôt diverger des produits parce qu'on essaye de trop s'adapter à différentes verticales? Ouais, c'est un très bon point. Donc ça, c'est un exercice permanent. Alors déjà, nous, dans la conception du produit, on a essayé de faire un produit qui est suffisamment paramétrable pour pouvoir répondre à un très, très grand nombre de cas d'implémentation. Notre produit marche aussi bien pour les points de vente physiques que pour les sites e-commerce. Qui dit point de vente physique dit localisation par zone de chalandise, etc. Donc, ce premier point. Et en fait, on fait un arbitrage constant. Nous, et Guillaume a construit une roadmap produit avec une vision du produit et des fonctionnalités. On a chaîné ça dans le temps, on a historisé ça, on a planifié cette roadmap dans le temps. Et en fait, en fonction des besoins, on accélère ou on ralentit, on amène des fonctionnalités en avant ou on les repousse. Donc, on repriorise constamment notre roadmap produit en fonction des besoins qui nous sont remontés par nos clients et nos prospects. Ensuite, il faut pas tomber dans le piège, effectivement, où vous allez faire du développement spécifique. Mais jusqu'à maintenant, on a réussi à éviter ça. On en a fait très, très peu. Après, quand il y a un développement spécifique, il est facturé au client et on sait mais c'est un arbitrage. On préfère trouver une solution générique qui va fonctionner pour tous les verticaux plutôt que de faire un développement spécifique pour un client. Alors maintenant, on va parler du démarrage vraiment de Pricing Hub. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos premiers clients? On a parlé de Fnac Darty, donc je suppose que c'était, on va dire, naturel et logique que Fnac Darty devienne client. Mais comment est-ce que ça s'est passé pour les autres? Est-ce que ça a été compliqué justement de trouver ces premiers prospects et de les convertir? C'est compliqué parce que déjà, on est sur un produit très technique avec une maturité du marché qui est quand même relativement faible. Et en fait, aujourd'hui, nos premiers prospects et clients, ce sont des gens qui ont une maturité pricing plus élevée que la moyenne et qui sont surtout des early adopters. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont très ouverts qui ont la capacité de prendre des risques par rapport à des technologies, qui sont très ouverts à l'innovation. On est allé chercher les premiers clients ici avec un discours en fait qui était adapté, qui était très orienté sur la méthodologie. Et la difficulté, c'est d'aller chercher les suivants ensuite. C'est d'aller au-delà des early adopters. Et ces prospects-là, vous pouvez pas les chercher avec un discours commercial, méthodologique, technique. Il faut réfléchir en termes de pain point, vraiment simplifier le discours, illustrer très vite les bénéfices, etc., tout en les rassurant. Et une fois que vous avez ces grandes références, clients, vous arrivez à les rassurer. Souvent, nos prospects, on les met en relation avec nos clients. Et là, c'est en fait, nos clients sont nos meilleurs avocats, nos meilleurs advocates et nos meilleurs vendeurs. Et donc, la difficulté pour nous, ça a vraiment été de faire cette transition entre le discours très technique de vente aux early adopters versus un discours plus orienté pain point, moins technique, etc. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de mal à s'adapter et finalement, on a eu beaucoup de mal à construire cette sales machine. À un moment, vous avez quand même eu des signaux qui tendaient à montrer que les prospects étaient réceptifs et que le marché attendait votre solution. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été ces signaux? Je pense que la première phase de confinement du Covid a vraiment convaincu que le pricing, c'était un levier
stratégique d'optimisation de son PNL et de pilotage du PNL. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première phase de confinement? On a deux choses qui sont passées. On a, d'un côté, en termes de pricing, qu'est-ce qu'on voit? On a vu que les concurrents, en fait, ont tous concentré leur price point. Donc, le prix, c'était plus vraiment un levier de différenciation. De l'autre côté, on a vu que les courbes d'élasticité, donc la sensibilité prix des consommateurs a vraiment évolué. Et donc, à un moment donné, les gens qui avaient des approches de pricing classiques ont mis à côté de la plaque. Ça nous a vraiment aidé. Et ensuite, dans un second temps, ce qui nous a aidé, c'est finalement, les budgets marketing sont coupés. On a besoin de faire plus avec toujours moins, sans budget marketing, sans budget de consulting, etc., etc. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le pricing, parce que finalement, le fuel du pricing, c'est la marge. Et ce qu'il faut, c'est vous optimiser ce que vous avez, c'est-à-dire votre marge, et vous arrivez à créer moins de valeur sans aller dépenser plus de marketing, plus de voilà, ou aller taper sur votre fournisseur. Donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience-là qu'à flux constant, le pricing, c'est un super levier d'optimisation. Vous êtes peut-être un des premiers que j'interroge dans ce podcast qui m'explique que la période du Covid, période compliquée, a été un accélérateur. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que la demande, en tout cas pour certains produits, est devenue inélastique. On a vu des produits plus chers se vendre tout simplement parce qu'ils étaient en rupture ailleurs. Et donc, ça fait des intéressants use cases. Une fois qu'on a ses premiers clients, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, on a parlé de votre levée de fonds, 2 millions d'euros, je le rappelle. Une levée de fonds dont on va reparler parce qu'elle avait aussi une structure assez intéressante. Donc, ça nous amène naturellement au 5e chapitre de ce podcast qui est le décollage. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on est une start-up techno avec un produit relativement compliqué ou en tout cas relativement technique? Qu'est-ce qu'on fait pour passer à la vitesse supérieure? Déjà, il faut trouver l'investisseur qui comprend ce que vous faites et qui comprend la démarche et qui sait que vous pouvez pas développer une techno aussi complexe que ça du jour au lendemain et que ça va être un peu compliqué ou ça va prendre un peu de temps pour trouver votre marketing. Donc vraiment, c'est une typologie d'investisseurs très très spécifiques qui sont assez rares à avoir ces visions-là et à accepter d'investir sur ce type d'entreprise. Donc, je pense que notre première chance, c'est d'avoir réussi à trouver Elaya et Plug and Play pour croire en nous. Donc, ils ont investi 1,5 million avec Elaya comme lead. Et puis ensuite, on a eu bien évidemment l'aide de la BPI et on a eu l'aide aussi de Business Angel. On a quand même 300 000 euros sur ces 2 millions qui viennent de Business Angel avec des tout petits tickets qui sont d'anciens collègues et des gens qui nous connaissent et qui nous ont fait confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? En fait, la réalité, c'est que nous, on a clôturé notre tour en février et puis en mars, on était confinés. Donc, nous, la première chose qu'on a fait, c'est on a réajusté nos budgets, on a revu nos plans de recrutement et en fait, au lieu de faire 12 recrutements, on en a fait 0. Et pour l'instant, on a fait le dos rond et depuis juin, on commence à revoir cette phase d'accélération qui va se concrétiser malheureusement, je pense, un petit peu en Q4, mais surtout en Q1, parce que là, quand même, la réalité, c'est que les budgets 2021 sont quand même relativement fermés. Donc, ce qu'on a prévu de faire, nous, c'est de renforcer les équipes et on va les renforcer sur des nouveaux métiers, des choses qu'on n'avait pas. On a déjà une bonne petite équipe très solide et très senior sur la data science et le développement. Maintenant, on va commencer à recruter, en fait, dans d'autres fonctions qui sont le customer success, qui sont le marketing, etc., etc. Et puis, on va continuer sur le deuxième semestre à faire croître les équipes data science et développement. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est que on va aller commencer à explorer beaucoup plus les marchés étrangers. L'Allemagne, c'est un marché compliqué, mais c'est quand même le pays du retail. Et on pense qu'on a une opportunité. Et aujourd'hui, on a des touches vraiment qui viennent de l'Allemagne, alors qu'on ne prospecte pas en Allemagne. On a des retailers et d'e-commerçants qui nous contactent spontanément. Donc, il y a une maturité sur notre sujet qui est un peu plus présente. Et donc, je pense qu'au deuxième semestre de l'accélération, c'est qu'on va aller essayer d'attaquer le marché allemand. Oui, qui est un marché où les prix, justement, où la guerre des prix et l'importance du pricing est particulièrement prégnante. Tout à fait. Vous êtes partagé entre Barcelone et Paris, donc on en a parlé tout à l'heure, il y a cette espèce de direction, on va dire, bicéphale, ou en tout cas à 2 endroits différents. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert ou qui vous dessert dans la gestion des aspects humains et dans le recrutement des talents? Ça nous sert énormément. Déjà, je pense qu'on a la chance de nativement avoir cette capacité de travailler de façon délocalisée en utilisant les outils, parce qu'on avait cette expérience, ce background avant. Et Dreams Audio était présent dans 5 pays en Europe.
Donc on a toujours eu des équipes, Guillaume, Xavier et moi, répartis entre Paris et Budapest pour Xavier, entre voilà, dans différentes capitales européennes. Donc on avait cette habitude de travail. Ça nous sert beaucoup d'avoir cette bicéphalité sur les recrutements parce qu'en fait on a la capacité de recruter en Espagne des data scientists d'excellente qualité à des coûts inférieurs à ceux de la France et notamment de Paris. Premier point, même chose sur les devs. Ça, c'est un point donc en termes de sourcing. Ensuite, on offre une alternative à nos salariés parisiens et à nos développeurs à déménager de Paris à Barcelone pendant l'été. Voilà, il a envie de changer de cadre de vie, de mode de vie, on lui sert sur un plateau. C'est la même entreprise, c'est complètement transparent pour lui. On l'aide à se relocaliser et en fait, il bénéficie d'un cadre de vie qui est quand même assez sympa, qui correspond à un choix de vie qu'il a fait. Donc c'est assez, je pense que c'est une grosse opportunité, mais c'est pas une contrainte parce qu'on sait déjà travailler à distance. On utilise les outils, on fait un stand-up meeting tous les matins de façon virtuelle, on utilise Google Meet, etc., tous ces outils-là de façon abusive, on va dire. Et puis, de toute façon, avec le confinement, on a même fermé le bureau à Barcelone. Et à Barcelone, là, on est tous en télétravail, on se rejoint un jour par semaine en coworking pour recréer ce lien. C'est important de garder le lien. Donc, on a mis en place des mécanismes aussi pour garder le lien quotidien. Donc, au-delà du stand-up, on essaie de faire des apéros sur Zoom, on essaie d'organiser des petits events, pas suffisamment d'ailleurs, mais pour créer le lien entre les gens. Alors espérons que le futur, bien entendu, ne soit pas teinté de Covid et qui nous permette de nous retrouver de manière physique. Mais voilà, pour finir ce podcast avec la 6e partie, comment est-ce que vous envisagez le futur de Pricing Hub? À quoi est-ce qu'il va ressembler? Moi, mon espoir et mon pari sur le futur, c'est que justement le pricing, ça va devenir un levier d'optimisation essentiel et qu'on va réussir à faire mûrir le marché sur ce sujet-là. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un futur avec beaucoup plus de demandes, avec aussi un développement à l'international plus important. Donc, aujourd'hui, on a des clients en Espagne, au Portugal, mais j'espère en avoir en Allemagne, pourquoi pas en Angleterre. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, notre futur aussi, il va être sur un outil qui est toujours très très simple à utiliser. Les besoins sont de plus en plus complexes et il faut qu'on arrive à traduire en fait tous ces cas d'utilisation, tous ces besoins avec une simplicité d'usage très très forte. Voilà. Donc notre futur, ça va être un combat pour cette simplicité, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent utiliser notre application sans forcément avoir l'expertise pricing. Et puis bien évidemment, le futur, c'est du recrutement puis de la croissance de chiffre d'affaires à 3 chiffres. À 3 chiffres, espérons. Mais en tout cas, pour pouvoir croître à 3 chiffres et aller chercher des clients qui sont différents des early adopters, il y a une part d'évangélisation qu'on a déjà évoqué. Mais comment est-ce que concrètement vous allez faire pour évangéliser des marchés qui en plus aujourd'hui sont pas les marchés historiques de Pricing Hub et qui sont encore plus distants à cause du Covid, hein. Je pense que c'est toujours plus facile d'avoir une réunion physique avec quelqu'un pour le convaincre que d'une réunion à distance, surtout lorsque la langue est différente ou lorsque on n'a jamais encore été dans le pays. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça? Le Covid, en fait, quand même, crée une situation où les gens arrivent à se projeter, d'acheter une solution ou de faire un process commercial de A à Z sans se voir physiquement, ce qui était, à mon avis, impossible, notamment en France, il y a encore quelques mois. Pour moi, ça joue en notre faveur. Ensuite, là, effectivement, comment est-ce qu'on va mûrir le marché? Alors déjà, on n'est pas seul, on est plusieurs acteurs de plus ou moins petite taille ou de grosse taille et des petites tailles en fait qui travaillent dans ce sens-là. Et puis on passe beaucoup de temps nous à expliquer notre métier, on fait des workshops et donc là on va relancer en fait notre workshop où on se pose pendant 1h30 avec un prospect pour l'aider à réfléchir sur comment utiliser le review management et le pricing pour sortir de ces phases de confinement et sortir de cette crise du Covid. Ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On va lancer aussi des WebEx et des podcasts, on fait des podcasts, on va faire des WebEx. On essaie de prendre la parole le plus possible pour justement expliquer ce qu'on fait, quelles sont les approches, quels sont les bénéfices. Et puis, dernière chose, on compte sur nos clients. Encore une fois, je disais que nos clients, c'est nos meilleurs avocats. Donc, on compte vraiment sur nos clients pour pouvoir nous aider. Donc, il va falloir faire du content marketing, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? Oui, tout à fait. Content marketing, des white papers, des cas d'usage, des cas clients. Ça, on commence à rentrer dans cette démarche-là. On a différents white papers en cours d'écriture. Ça aide en fait à accélérer le processus de commercialisation. Ça évangélise et ça mûrit, et ça réduit le cycle de vente. Alors pour finir le podcast, la question que je pose à tout le monde, si on se retrouve à refaire un podcast dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans, est-ce que, bien entendu, je souhaite ardemment,
quels vont être les chiffres de Pricing Hub? Ça vraiment, vous voulez que je fasse sur malavoyante? Non, mais j'ai du mal un peu à vous donner des chiffres en termes de chiffre d'affaires. Dans le contexte actuel, ça me paraît très très difficile, donc je vais vous faire une réponse de Normand et je vais botter en touche parce que pour moi, vous dire dans 3 ans, on va faire tant de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment un exercice de voyance. Donc, je pense que ce que vous pouvez espérer, c'est que la société soit profitable, ou en tous les cas ait la capacité d'être profitable rapidement, de développer en Europe avec une trentaine de clients. Ça, à 3 ans, une trentaine de clients, ce serait une belle réussite. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là et on va peut-être aussi terminer sur un proverbe. Prudence est mère de sûreté, quelque chose que beaucoup de personnes devraient appliquer en ces temps un petit peu compliqués. Merci Jérôme Laurent. Je rappelle que vous êtes le CEO de Pricing Hub, une société qui s'occupe de pricing, qui s'occupe d'intelligence artificielle et qui est basée à Barcelone et à Paris. Merci beaucoup Jérôme. Merci, au revoir. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.